Alors, une fois qu'on s'entend sur un plan de match, je vais faire la narration dans une boîte. Tu rentres, c'est tout petit, il y a juste un micro, il y a juste une lumière, il y a un piton. Et j'ai des écouteurs, et là, je lance mon texte. La plupart du temps, la première prise est toujours la meilleure. Si je ne me trompe pas, habituellement, je le fais d'un seul coup. Et ensuite, on revient. Et là, on commence à étendre les images. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met... Il y a plusieurs façons de monter. Je ne veux pas rentrer dans un truc de montage. Nous, à Radio-Canada, on a tendance à mettre VO1, clip, VO2, clip, VO3, clip. S'il y a un plateau, on met le plateau au bout. Ça nous donne déjà sur un timeline, une ligne directrice de la durée. On sait que ça fait une 50, on est correct. Parce que moi, j'ai un logiciel qui calcule le nombre de secondes selon le nombre de mots, mais des fois, c'est pas toujours exact. Et puis là, on met... Alors, vous allez voir dans le reportage, on va en parler après, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire, mais que je n'ai pas le droit sur le plan éditorial, et vous allez le voir après le visionnement. Donc, c'est la course contre la montre. Là, il est 4h30, on a juste la moitié du reportage, le téléphone sonne, il va être prêt pour 5h, oui, on essaye, blablabla. Alors là, c'est vraiment là, la course, on essaie de le monter le mieux qu'on peut, on ne fait pas d'effets, si on a du temps, on fait des effets, on fait des mix. On essaie d'ajuster le son, mais on essaie de faire le plus gros, le plus vite, parce que souvent, on est dans la salle, puis on l'envoie direct de la salle, en encre. Ça, ils n'aiment pas trop ça, là. Ils aiment mieux qu'on l'achemine dans le système avant. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de problème. On a fait une première version pour 5 heures qui n'était pas la meilleure, donc j'ai retravaillé 5 heures à 6 heures pour la préparer. Là, il faut que j'aille voir Patrice. Patrice, on va jaser de ça, OK, là, on fait un plan de match sur quoi on va jaser. Là, je m'en vais sur Internet voir qu'est-ce qui arrive avec le satellite. Il est tout tombé, ce satellite-là, il n'est pas tombé. OK, là, je prends les plus dernières informations les plus fraîches, je m'en vais en ondes, je suis aux nouvelles, moi, là, il faut que je sois le plus près possible. Je ne peux pas dire, je vais prendre mon information 3 heures, puis c'est fini, là. Peut-être que je vais aller en ondes, je vais dire, il n'est pas encore tombé, puis il est tombé. Alors, à 6 heures, j'étais encore sur le web. Je me fais maquiller, je mets mon micro, je mets mon téléx, je monte, le reportage est diffusé et je suis en conversation avec Patrice. On regarde tout ça. Avez-vous des questions avant? Oui. Mais les chercheurs ne sont encore pas sûrs sur les neutrinos, je pense que ça se peut. Non, ben voilà. Ben ça, on pourra en parler après, là. Même ce matin, il y avait un magnifique article dans The Guardian, là, où il y a d'autres équipes dans le CERN qui prétendent que non, c'est pas vrai, même si hier, on a annoncé qu'on avait refait l'expérience et qu'on était arrivé au fait qu'il était plus rapide. Là, il y a une autre équipe à l'intérieur du CERN qui dit que non. Alors, j'ai un cousin qui est au CERN, qui est physicien nucléaire, et on est amis sur Facebook, et puis on a des converses. Je pense que ça va prendre encore quelques années, là, si on est loin de la coupe polaire. Je vais vous parler de comment on mesure ça, ces neutrinos-là, c'est pas évident, là. Très difficile à mesurer. Alors, regardons ça. Alors, on croyait que rien dans notre univers n'était plus rapide que la lumière. Eh bien, une équipe de scientifiques en Suisse vient de briser cette certitude en mesurant la vitesse de particules, les neutrinos, un peu plus de 300 000 km à la seconde. C'est même difficile à imaginer. Une découverte qui pourrait changer la physique moderne. Michel Rochon explique, puis il est avec nous après. Le Big Bang, la création de l'univers il y a plus de 13 milliards d'années. Temps, espace et matière sont apparus d'un seul coup. Et surtout la lumière, beaucoup de lumière. Un homme au début du 20e siècle démontre que rien dans l'univers ne voyage plus vite que la lumière. À partir de cet énoncé, qui a rendu Einstein célèbre, on a élaboré une bonne partie de la physique du 20e siècle. Mais voilà qu'un groupe de physiciens qui travaillent au gigantesque accélérateur du CERN font un pied de nez à Einstein. Ils ont accéléré des particules, des neutrinos, et les ont fait parcourir un long voyage souterrain entre la Suisse et l'Italie. Résultat, les neutrinos ont voyagé plus vite que la lumière. Sous cette distance, on a observé que les neutrinos ils ont une anticipation de 60 nanosecondes, ça veut dire 60 milliardièmes de secondes, par rapport au temps qui sera pris par la lumière pour parcourir la même distance. Ce n'est pas beaucoup.
Entre Lausanne et Turin, soit 730 km, les neutrinos ont parcouru 20 mètres de plus que la lumière dans le même temps. Les neutrinos sont des particules très abondantes. Elles émanent du cœur de notre Soleil et nous bombardent continuellement. Ces résultats, qui ont été mesurés pendant 3 ans par l'équipe du CERN, viennent chambarder notre compréhension de l'univers. Il se peut que ça soit la première fenêtre un petit peu sur cette nouvelle physique qui serait effective au moment du Big Bang. Et donc, ça a des conséquences extrêmement importantes pour notre compréhension de l'univers, la compréhension de l'espace et la compréhension du temps. Il reste maintenant à d'autres équipes de reproduire ces résultats avant de conclure que le phénomène est bien réel. Et si c'est le cas, ce sera le début d'une nouvelle physique. Alors, vous le dites, Michel, le début peut-être d'une nouvelle physique. Bon, il faudra reproduire ça d'abord, première chose. Mais pourquoi c'est si important? Pourquoi, justement, c'est le début d'une nouvelle physique, d'une révolution? Parce qu'au tout début du 20e siècle, Albert Einstein avait dit dans sa théorie de la relativité restreinte qu'il n'y avait rien qui voyageait plus vite que la lumière. Et il a basé toutes ses équations autour de ça. Le célèbre E égale mc2 fait partie de ça. Donc, en physique du 20e siècle, c'était comme un paradigme qu'il ne fallait pas changer. Eh bien, ça, cette découverte-là est importante parce que là, soudainement, qu'est-ce qui arrive? Des choses qui vont plus vite. Ils vont où, ces particules-là, quand ils dépassent la vitesse de la lumière? Ça pose des questions. Dans d'autres dimensions, il y a même des scientifiques qui parlent de ça aujourd'hui. Voilà. Alors, on avait de la difficulté, de toute façon, à tout mettre le puzzle ensemble, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il y avait des hypothèses sur des univers parallèles. Actuellement, la physique émet toutes sortes d'hypothèses qui relevaient de la science-fiction auparavant. Mais là, on a dit, il y a peut-être, pour répondre à toutes les équations, il doit y avoir d'autres univers. Est-ce que ces particules-là font partie de ça? On ne le sait pas. Alors, c'est une chose qu'on devra vérifier si l'on veut véritablement s'assurer que ce qu'on raconte ce soir est peut-être un artefact, mais il semble que ce n'est pas le cas. Ils ont fait des milliers de mesures avant d'aller devant le public pour s'assurer que ces chiffres-là sont réels. Donc, ça va bouleverser la physique. Il va falloir réécrire les manuels, revoir ces équations-là. Il y a plein de physiciens qui vont revoir les équations d'Einstein à la lumière de ça. Il y a quelque chose qui cloche. Et ça a des conséquences sur notre compréhension de ce qui est arrivé aussi dans l'histoire, bon, depuis vous en parliez, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Bon, on va mieux comprendre d'une certaine... On pourrait, en tout cas, comprendre différemment ce qui nous entoure. Oui. Bien, le E égale mc2 a donné, entre autres, la bombe atomique, l'énergie nucléaire. Donc, ça marche, son équation, d'une certaine façon. Mais là, on avait de la difficulté à attacher les ficelles, si vous voulez, entre ce qu'Einstein exprimait de l'infiniment grand et ce que la mécanique quantique expliquait d'infiniment petit. Et peut-être que là, la découverte d'aller plus vite que la lumière pourrait rattacher ces deux choses ensemble. Vous parlez de l'infiniment petit. Il y a des choses quand même assez grandes. On change de sujet, on reste dans la science, qui flotte actuellement au-dessus de nos têtes, qui vont tomber dans quelques heures. Donc, un satellite qui va se morceler quand il va entrer dans l'atmosphère. Expliquez-nous. Bon. Alors, c'est un gros satellite, gros comme un autobus, 10 mètres, 5 mètres, 6 tonnes. C'était un satellite très utile qui a aidé à la NASA pendant des années à mesurer la couche d'ozone, en fait. Alors, de 1991 à aller jusqu'en 2005. Et là, l'équipement était désuet, le satellite était désuet. Alors, il a tranquillement descendu d'orbite. Et là, il va se décomposer ce soir, cette nuit ou demain matin. La NASA n'est pas encore certain parce que là, il commence à faire une entrée. Il est à peu près à 100 km au-dessus de l'atmosphère. Il commence à rentrer dans l'atmosphère, il commence à changer d'orbite, il commence à bouger. Il va commencer à se désintégrer lentement. On prévoit à peu près 26 gros morceaux qui vont se détacher de cette chose. On sait déjà en combien de morceaux il va éclater. Oui, c'est ça. On sait les faiblesses. On sait les faiblesses structurelles de ce genre d'objet-là. On prétend qu'il a un risque de tomber sur l'Amérique, mais fort heureusement, on pense qu'il va tomber fort probablement dans le Pacifique. Donc, tout ça, en fait, soulève la question des déchets de l'espace parce que des satellites... J'allais vous demander, ce n'est pas exceptionnel qu'on reçoive des déchets de l'espace. Dans ce cas-ci, c'est plus gros? C'est pour ça qu'on en parle davantage? On en parle, c'est plus gros. Il y a déjà des gros morceaux qui sont tombés. Skylab, c'est déjà complètement désintégré. Il y a des morceaux qui sont tombés sur Terre. Les risques sont faibles. 70 de la planète, c'est de l'eau. Ce qu'il y a de zones habitables, c'est très petit en termes de dimension.
Il y a une chance sur 1 trillion que ce soit pendant notre direct Que ça soit là. où cet objet-là OK. tombe sur nous. Donc, les chances sont faibles que l'on soit touché, Patrice et moi. Donc, les chances sont faibles. On en parle parce qu'il y a tout un débat. Il y a plus de 3000 satellites actuellement qui roulent, rentrent en collision. Il y a des millions de déchets. Il y a 20 000 déchets qui ont plus de 10 cm de long. Tout ça est un problème, c'est un fouillis. L'espace près de la Terre commence à devenir un dépotoir, une poubelle. Donc, il y a une réflexion à faire. Il existe un droit actuellement, à McGill, entre autres. Il y a plusieurs avocats qui se penchent sur le droit de l'espace et plus particulièrement, si jamais un accident arrive, qui est responsable? Qui est responsable, exactement. Ouais. Bien, Michel, on va se coucher moins nono ce soir, grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. On va espérer qu'il tombe, comme vous dites, dans l'eau. Oui. Mais les probabilités sont très grandes, Oui. encore une fois. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Philippe, d'ailleurs, on peut suivre tout ça en direct Ben oui. sur le web. Vous pourrez évidemment. passer la nuit debout si vous voulez à suivre la trajectoire. La NASA a créé sur son site web donne toutes sortes d'informations. Il y a une page Twitter aussi, un compte Twitter où on fait beaucoup de mises à jour. Quelqu'un a aussi créé une application avec Google Earth. Donc là, vous pouvez voir la trajectoire. Vous pouvez voir aussi... Oh, bon, je l'ai perdu. Vous pouvez voir la trajectoire, elle est là. Et voir aussi le point blanc, ça, c'est l'endroit où, théoriquement, ça pourrait être visible. Alors, mon collègue Vincent Gros a préparé une chronique là-dessus. Je vous ai mis ça sur Facebook. Vous pourrez aller examiner tous les liens qu'il propose. Merci infiniment, Philippe.